fermeture des établissements d'enseignement répond à une double préoccupation des autorités militaires. D'abord, la pénurie rend les déplacements difficiles pour les élèves et les enseignants, ce qui commençait aussi à engendrer des frustrations. Dans ce conflit au Mali, la qualité de l'enseignement se dégrade aussi. Des enseignants manquent et les conditions d'apprentissage sont loin d'être favorables. Focus, Sahel Plus. Depuis hier lundi, les cours sont suspendus dans les écoles et les universités au Mali, et ce pour 2 semaines en raison des difficultés d'approvisionnement en carburant. À l'origine de cette décision des autorités maliennes, il y a le blocus imposé par les djihadistes du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Ceux-ci s'attaquent aux camions-citernes venant notamment du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, et plusieurs chauffeurs ont été tués. Des centaines de camions restent bloqués à la frontière, les chauffeurs refusant de faire la route jusqu'à Bamako en dépit des escortes de l'armée malienne. Ce blocus sur le carburant importé des pays voisins perturbe fortement les activités au Mali, qui est un pays, on le rappelle, enclavé, et l'une des conséquences est donc la suspension des activités scolaires, une situation qui soulève de nombreuses questions sur l'impact de la crise sécuritaire sur l'école au Mali et plus largement au Sahel. Et pour en parler, je suis en studio avec Bob Barry et Kosivi Tiassou de la rédaction Afrique francophone de la Deutsche Welle. Bonsoir messieurs. Bonsoir Carola Sidjo. Alors avant de vous donner la parole, on va brièvement revenir sur le contexte et ce qui a motivé la décision des autorités maliennes de suspendre les cours. Et à ce sujet, on écoute d'abord Amadou Sy Savadé, il est le ministre malien de l'Éducation. Les cours seront suspendus sur toute l'étendue du territoire national du lundi 27 octobre 2025 au dimanche 9 novembre 2025. Les cours reprendront le 10 novembre 2025. Cette décision s'explique par des perturbations dans l'approvisionnement en carburant qui affectent les mouvements des acteurs de l'école. Afin d'assurer la continuité pédagogique et l'exécution des programmes d'études, les dispositions sont en cours pour le réaménagement des calendriers scolaires et universitaires. Par ailleurs, tout est entrepris par les autorités pour un retour à l'approvisionnement normal en carburant. Voilà, c'était donc le ministre malien de l'Éducation, Amadou Sy Savadé. Bob Barry, je me tourne vers vous. Cette mesure est présentée comme temporaire, une mesure temporaire de précaution. Mais est-ce qu'il faut craindre que cette situation se prolonge, vu le contexte sécuritaire qui est quand même assez difficile au Mali actuellement? Alors, il est difficile, Carola Signon, de prévoir ce qui va se passer dans les jours et semaines à venir. En revanche, si les pénuries de carburant se poursuivre en raison notamment du blocus imposé par le JNIM, les transports publics et privés resteront sérieusement affectés là-bas au Mali. Cela veut dire aussi que les écoles et les universités pourraient rester fermées plus longtemps que les 2 semaines annoncées par les autorités maliennes. Il faut savoir que la fermeture des établissements d'enseignement répond à une double préoccupation des autorités militaires. D'abord, la pénurie rend les déplacements difficiles pour les élèves et les enseignants, ce qui commençait aussi à engendrer des frustrations. Et comme les écoles et les universités sont des hauts lieux de contestation, Carola Signon, le pouvoir militaire a peut-être préféré fermer ces établissements pour éviter toute forme de mouvement d'humeur à Bamako. Bref, si le Mali n'arrive pas à endiguer la pénurie de carburant en diversifiant, vous le disiez, ces sources d'approvisionnement qui ne passeraient pas que par le Sénégal et la Côte d'Ivoire, il est très probable que la mesure de fermeture des établissements scolaires se prolonge au-delà donc de 2 semaines. Aujourd'hui, on dénombre plus de 1500 écoles fermées à cause de l'insécurité dans le pays. Ça fait beaucoup. Je me tourne vers vous, Kosivi Tiassou. La mesure, je le disais, pour 2 semaines, une suspension de 2 semaines. Quel impact cela aura quand même sur le système scolaire, les apprenants au Mali?
Oui, et d'abord quelques constats. Le rapport Cluster Éducation Mali, publié récemment, dresse la situation des établissements scolaires fermés au mois de juin 2025. On y apprend que 2036 écoles étaient alors déjà non fonctionnelles contre 1984 en 2024, soit une augmentation de 2,62% en un an. Cette fermeture prive d'enseignement 610 000 enfants et empêche plus de 12 000 enseignants d'exercer ce qui correspond à un taux national de fermeture de 20%. La répartition régionale met en évidence un contraste marqué entre le sud et le nord du pays. Dans les régions les plus touchées, la majorité des écoles ne fonctionnent plus. Jusqu'à 80% parfois, on apprend que la ville de Léré, qui a été longtemps sous blocus djihadiste dans le nord du Mali, s'est vidée de sa population et du coup on se demande comment aller à l'école dans ces conditions. Maintenant, les conséquences qui sont surtout pédagogiques. L'école, le fait que l'école soit fermée, même si c'est temporairement, affaiblit la confiance en la continuité du système éducatif, ce qui peut affecter la motivation, l'engagement des familles et des enseignants. L'interruption prolongée peut aussi conduire à l'abandon scolaire. Certains enfants ne reviennent plus à l'école après la réouverture ou le changement de situation. Dans ce conflit au Mali, la qualité de l'enseignement se dégrade aussi, des enseignants manquent et les conditions d'apprentissage sont loin d'être favorables. La fermeture expose aussi les élèves à d'autres risques comme le travail des enfants ou encore le mariage précoce. Et plus grave encore, l'absence d'éducation peut déboucher sur la délinquance et il est fort probable que certains de ces enfants déscolarisés se retrouvent dans des groupes djihadistes. Et puis, il y a l'impact social. L'école, c'est un repère, une routine, un lieu de protection. Sans cette structure, les enfants sont isolés, vulnérables et leurs perspectives s'assombrissent. Et au Mali, c'est toute une génération qui risque de payer le prix de ces années perdues. On va parler tout à l'heure spécifiquement de l'impact sur les filles. Mais avant, on parle un peu aussi de la situation dans les autres pays du Niger, du Sahel, notamment le Niger et le Burkina Faso. Quelle est la situation des écoles dans ces pays-là? Alors, le système éducatif burkinabé est très affecté par l'insécurité liée au terrorisme, mais des efforts ont été déployés, il faut le dire, pour redresser la situation. Entre 2022 et 2025, par exemple, au moins 2500 écoles ont été rouvertes, selon en tout cas le pouvoir militaire burkinabé. Ceci a permis à plusieurs milliers d'élèves de retourner donc à l'école. Malgré tout, environ 6000 écoles sont encore fermées et 800 000 élèves sont touchés par la crise à travers le pays, selon en tout cas les données de l'UNICEF qui datent de 2024. Plusieurs zones sont encore affectées par donc les fermetures d'écoles touchées par l'insécurité. Le Niger fait face à des défis similaires, aggravés aussi par des crises climatiques et des problèmes structurels. Parmi les défis persistants, on peut citer le manque de manuels et de fournitures scolaires, les retards de paiement des enseignants et des écoles rurales qui sont sous-équipées. Là aussi, Carole Assignon, des initiatives d'inclusion existent comme le programme scolarisation accélérée qui permet aux enfants non scolarisés ou déscolarisés de réintégrer donc le système formel. Alors que Sylvie Tiassou, vous parliez tout à l'heure de l'impact sur les apprenants, spécifiquement en ce qui concerne les jeunes filles. Comment cela se présente? Comment cela affecte plus les jeunes filles? Ce n'est pas une particularité du Mali ou bien du Burkina Faso, mais les priorités familiales font que les filles sont les premières retirées pour les tâches domestiques ou pour aider à la survie du foyer. Alors, quand il faut choisir entre l'enfant qui reste à la maison, quand les choses ne vont plus, et quand les écoles ou bien la situation devient difficile à cause
de l'insécurité, c'est-à-dire les filles sont les premières sacrifiées pour s'occuper des tâches domestiques des plus petits ou aider à générer des revenus. C'est pourquoi quand l'école ferme et que l'accès à l'éducation est interrompue, même temporairement, je le précise, les jeunes filles sont généralement celles qui souffrent le plus, d'abord parce qu'elles sont déjà confrontées à des obstacles plus importants en temps normal, notamment avec les règles sociales dans certaines régions. Il y a aussi le risque accru de mariage forcé ou bien de mariage précoces et les grossesses précoces. L'absence d'école augmente aussi le risque de ces phénomènes. Mais merci Kosivit Yassou. Très rapidement, Bob, il y a tout de même de l'espoir. Tout n'est pas perdu pour autant. Non, il y a beaucoup d'espoir, il faut le dire, parce que on est dans des régions ou dans des pays où quand même l'éducation reste un centre civique d'intégration pour les élèves dans le contexte actuel au Sahel, avec la formation donc de l'AES, l'alliance qui forme donc trois pays, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. C'est dans ce contexte que des pistes de solutions existent donc pour permettre aux élèves d'aller à l'école. Les organisations internationales comme l'UNICEF devraient travailler. Et vous avez interrogé justement un expert sur ce sujet. Oui, on va peut-être l'écouter. Que ce sont les communautés locales qui doivent s'organiser. Ce sont les communautés locales qui doivent discuter entre elles pour essayer de ramener la paix, de renforcer la stabilité, pour pouvoir maintenant être dans un environnement calme, paisible, pour pouvoir maintenant espérer pouvoir accueillir des enfants, pour pouvoir accueillir des enseignants qui seront dans des conditions optimales de travail pour encadrer les élèves. Autrement, ça sera extrêmement difficile. Donc, les organisations qui souhaitent mettre en place cette stratégie-là doivent s'appuyer sur ces communautés-là pour d'abord ramener la paix. Encore la paix, et parce que sans paix, il est impossible de faire quoi que ce soit, surtout dans ces zones exposées à l'insécurité.